Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des stratégies en live avec un petit point sur les différents portefeuilles aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va surtout se concentrer sur la stratégie QVM et la partie retraite. Donc avant de démarrer, un petit rappel de circonstances très important si vous souhaitez investir. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais lors de la dernière vidéo, donc vous pouvez retrouver le lien à l'angle de cette vidéo. Ici, je vous partage plusieurs stratégies. Donc, je me suis lancé un challenge qui a pour but de vous montrer quels sont mes investissements. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler un peu de ma stratégie QVM. Donc, j'ai ouvert deux positions sur le S&P 500 et un ETF World Momentum. Je vais vous expliquer quels ont été mes choix et comment j'ai procédé. Alors je voulais le faire en direct avec vous, mais j'ai eu un petit problème technique la semaine dernière. Et du coup, je vais vous partager comment je l'ai fait, un petit peu comme si on le faisait en live, sachant que voilà, les positions sont ouvertes depuis la semaine dernière, donc rien de significatif pour le moment, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment j'ai choisi. Donc, je suis allé sur Just ETF. Donc aujourd'hui, en termes d'ETF basé sur le S&P 500 pour faire du benchmark, ben, on en a 4. Deux proposés par iShares BlackRock et deux proposés par Vanguard. Et parmi ces quatre-là, il y en a deux qui font de la capitalisation et deux qui font de la distribution. Donc très rapidement, je vous montre les avantages des uns et des autres. Bon, ils sont très proches, hein, pas de surprise. Des frais à 0,07% qui sont très bas. Des performances qui sont forcément très proches. Avec depuis un an une performance qui est favorable à l'ETF iShare sur le S&P 500 accumulatif. Et je vais vous montrer pourquoi je vais moi choisir la partie distribution. Donc on voit que sur les 4 ETF, il n'y a pas de différence. Si on regarde les performances sur plusieurs années, bah forcément c'est très proche. Par contre, ce que je voulais vous montrer, est-ce que c'est là 5 ans, voilà. On voit quand même que bizarrement, Vanguard accumulatif, il est légèrement en retard sur le iShare et qui fait même moins bien que le Vanguard distributif, bizarrement. Bon, c'est à la marge, hein, c'est pas très important. Et on remarque la même chose sur le iShare, qui déjà est plus performant que le Vanguard, mais en plus la version distributive sur les 5 dernières années a une meilleure performance que la version accumulative. Alors pourquoi moi je vais choisir celui-ci, enfin pourquoi j'ai déjà choisi celui-ci, le S&P 500 iShare distributif, donc ça veut dire que iShare va me distribuer des dividendes sur cet ETF. Parce qu'en fait, j'investis avec ma société et que quoi qu'il arrive, les plus-values que je réaliserai sur ce portefeuille, bah, je serai taxé chaque année. Donc que je retire ou pas les titres, je serai quand même taxé. Donc puisque ça va être inclus dans le bénéfice réalisé de l'entreprise. En début d'année, on fait un inventaire des actifs que je possède au sein de la société. En fin d'année, on fait un deuxième inventaire, on fait la différence entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et si c'est bénéficiaire, ben, je paierai des impôts soit de 15% si je réalise un bénéfice inférieur à 42 500 euros, aux alentours, hein, c'est pas tout à fait ça, mais aux alentours de 42 500 euros. Et au-delà de 42 500 euros, je paierai 25% d'IS sur les bénéfices réalisés. Donc que je touche ou pas des dividendes et que je retire ou pas mes plus-values, donc ça ne change rien. Donc voilà pourquoi je prends du distributif, partant du principe que tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et au fur et à mesure que iShare me distribuera des dividendes, ben, libre à moi à augmenter ma position sur cet ETF, ou alors de le réinvestir sur d'autres actifs sur ce portefeuille. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet ETF iShare Core S&P 500
en distributif. Ensuite, j'ai pris un deuxième ETF. Alors j'ai hésité entre un MSCI World Quality ou MSCI World Momentum. J'ai fait un comparatif, donc on va déjà. Alors là, accumulatif. Donc là, c'est de l'USA, donc je ne sélectionne pas. Ici, on a du Word, Xtracker, ok. Ici, c'est de l'USA. Qu'est-ce qu'on a d'autre en quality? Si je fais par taille de fond, les deux plus gros, c'est le iShare et le Xtracker. USA, 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 Europe, World Quality, dividende ESG, mais je ne veux pas de ESG. En plus, les frais sont plus élevés. Donc voilà pour Quality. Donc j'ai sélectionné ces deux Quality. Et ensuite, Momentum, hop, par taille de fond. Donc World Momentum, ETF, tac. Xtracker, World Momentum, ESG, j'en veux pas. Amundi, j'en veux pas parce qu'ils ont tendance Amundi, ils ont tendance à changer les règles du jeu avec leur ETF et j'aime pas ça. Moi, quand je prends quelque chose, je m'engage pour longtemps et j'ai pas envie que l'émetteur change les règles du jeu en cours de route. Et donc, ça sera ces deux-là. Voilà. Donc, la sélection, on va éliminer le S&P parce que j'ai déjà sélectionné. Et là, on va comparer les différents ETF Smart Beta qui me sont proposés. Donc on voit que Xtracker a des frais quand même moins élevés. Alors la taille des fonds est un petit peu plus petit que l'iShare, mais on est quand même au-delà du milliard d'euros. Donc on a quand même pas mal de liquidités. Et si on regarde la performance sur plusieurs années. En 2020, le momentum ont été plus performants. En 2021, c'était le quality. Mais ceci étant dit, l'écart entre 2020 et 2021 est moins important. En 2022, qui n'était pas une bonne année, le momentum reprend légèrement l'avantage, même si c'était négatif. En 2023, là quand même le quality est quand même plus important. Et par contre, pour 2024, on se rend compte que le momentum est globalement plus important. Et sur les 3 dernières années, le quality est devant. La dernière année, le momentum est devant. Sur les 6 derniers mois, le momentum est devant. Sur les 3 derniers mois, le momentum est devant. Et sur le dernier mois, le momentum est devant. J'ai le sentiment malgré tout que sur l'ensemble, les stratégies momentum sont un petit peu plus performantes. On va éliminer iShare parce qu'il est plus cher justement. Alors le quality est en orange et le momentum est en gris. Et en fait, on se rend compte que sur le maximum, donc ça remonte à octobre 2014, donc ça va loin quand même, hein, on se rend compte que globalement, sur la durée, la stratégie momentum est quand même un petit peu plus performante que la stratégie quality. Donc je vais prendre, enfin j'ai déjà pris d'ailleurs cet ETF là, donc le Xtracker MSCI World Momentum. Voilà, donc pour ouvrir ce portefeuille de cette stratégie Quality Value Momentum, j'ai désormais la base de mon portefeuille avec le S&P 500 qui va me servir de benchmark et cet ETF World Momentum qui va me servir un petit peu à dynamiser le portefeuille, je l'espère, sur le long terme. Voilà pour les bases de ce portefeuille QVM. Ensuite, on va regarder un peu le portefeuille retraite. Donc là, j'ai mes deux positions sur Porsche Holding qui ont bien baissé la semaine dernière. Alors pourquoi Porsche a baissé un petit peu violemment la semaine dernière? Alors là, pour le coup, c'est pas à cause des élections, c'était à cause d'une décision de l'Union européenne de mettre une taxe à l'importation sur les véhicules électriques chinois de 28%. Et forcément, les constructeurs allemands étant assez exposés au marché chinois, le marché, d'une manière générale, craint une réplique des autorités chinoises envers les constructeurs européens qui désireraient exporter des véhicules vers la Chine. Et bien entendu, les constructeurs allemands sont les plus exposés. Et effectivement, Porsche pâtit de ça, mais pas que, hein, que ce soit Mercedes, BMW et l'ensemble des marques du groupe Volkswagen ont la même tendance. Alors pour l'instant, j'ai pas pris de décision sur Porsche. Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais pas complètement convaincu. Et le problème, c'est que les fondamentaux de cette holding sont assez bons
et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 positions, le risque il n'est pas grand et on verra plus tard. Par contre, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est s'il n'y avait pas d'opportunité pour entrer sur une action française avec un bon dividende, parce que bon, les prix ont bien baissé et il y a peut-être des opportunités, donc c'est ce qu'on va regarder. On va fermer ça. Et ça, ce sont les actions du CAC 40. Donc on voit que celle qui a le moins souffert la semaine dernière, c'est Danone. Après, on a Essilor Luxottica et ensuite on a L'Oréal et Hermès. Alors l'avantage d'Hermès, c'est que ça reste une belle action française, une belle action de croissance. Au cours des 3 dernières années, elle a fait 72%. Cette année, malgré la forte baisse de la semaine dernière, elle est encore avec une bonne performance de 9% au cours des 6 derniers mois, ce qui est très bon. On constate quand même que Essilor fait aussi bien. On a aussi Schneider qui est pas mal. Puis après tout, il n'y a pas grand chose quand même. Si on regarde sur l'année, tac, tac. Bon, Renault, j'en veux pas. Safran, je connais pas. On retrouve Schneider ici. Publicis qui fait une belle performance quand même, hein. 17% depuis le début de l'année, 91% depuis 3 ans. On a un beau momentum sur Publicis. Ça vaut peut-être le coup d'étudier cette action-là. On retrouve Hermès, on retrouve Thales dans l'armement, pareil, qui maintient une belle performance depuis le début de l'année. Peut-être un bon coup à jouer parmi ces actions-là. Alors pourquoi c'est pas complètement idiot de jouer ces actions qui ont le moins souffert la semaine dernière? Parce que je me dis que si suite à des mauvaises nouvelles politiques, ces actions ont bien résisté, je me dis que une fois que tout ça sera derrière nous, ça sera les premières à repartir et à reprendre le rythme qu'elles avaient depuis le début de l'année. Alors qu'à contrario, les actions qui ont le plus souffert vont peut-être avoir beaucoup de mal à repartir. Alors par contre, on voit que Thales quand même a pas mal souffert la semaine dernière, même si la performance depuis 3 ans et depuis le début de l'année est très bonne. On constate que la semaine dernière, elle a quand même pas mal perdu. C'est elle qui a le plus souffert des mauvaises nouvelles politiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il n'y a rien d'autre après, hein. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas des actions super passionnantes. Alors moi, pour étudier une action, en tout cas pour faire un premier tri, j'utilise le logiciel VIS, qui est un logiciel payant. Si vous souhaitez, vous aurez un lien d'affiliation en dessous de cette vidéo. Elle est là. Bon, le logiciel la note 3 sur 5, mais en fait, bon, il juge que en termes de valorisation, elle est encore chère. Elle est bien notée. Alors, je vous ferai des petites vidéos explicatives sur ces scores-là. En fait, c'est des scores qui notent la solidité de l'entreprise. Donc, ici et ici, c'est plutôt sur le bilan. Et ici, donc le Piotrowski et le Sloan, c'est plutôt la partie bilan. Et le Benech, c'est plutôt la partie fiabilité du bilan. Vous savez que au niveau comptable, on peut toujours manipuler les chiffres. Et en fait, ce score permet de noter la fiabilité du bilan. Et ça, c'est un score global propre au logiciel, donc qui n'est pas très bon. En termes de valorisation, bon, on est considéré comme cher hein, quand même. Ouais, on a un gros PER. Bon, on arrive peut-être un petit peu après la guerre hein, sur cette action. Sur les 10 dernières années, on a une croissance du free cash flow en moyenne de 20%, ce qui est très bon. Croissance du résultat net quasiment 15%, résultat brut quasiment 19% et croissance du chiffre d'affaires 17% par an au cours des 10 dernières années. Et sur les 5 dernières années, 15, 16, 19 et 18. Ouais, ça s'améliore un peu sur les 5 dernières années, hormis le flux de trésorerie qui croît moins vite sur les 5 dernières années que sur les 10 dernières années. Mais globalement, ouais, c'est bon. Ensuite, au niveau de la marge nette, bon, on a une bonne marge d'exploitation, marge brute qui est assez importante et qui progresse. Alors, marge nette qui s'est dégradée, peut-être qu'on a un petit peu plus de frais en bout de course. Marge d'exploitation 14,2 versus 11,2. Ouais, il semblerait que l'entreprise gagne un petit peu moins d'argent sur les 5 dernières années. Et effectivement, on voit que le CAPEX a explosé sur les 5 dernières années par rapport aux 5 années précédentes en moyenne. Donc les dépenses explosent. Et enfin, les retours sur investissement et retours sur capitaux et actifs sont pas non plus extraordinaires. Bon, mon entreprise reste quand même malgré tout
faiblement endetté. Bon, c'est pas fou quand même, hein. Bon, par contre, on a une belle croissance du dividende. Le nombre d'actions en circulation est relativement stable, même il a quand même augmenté. L'actionnaire est quand même dilué sur les 2 dernières années et il a augmenté fortement entre 2018 et 2019. Je pense que ça doit correspondre au rachat d'Essilor par Luxottica, ça. La grosse hausse. Et enfin, le dividende qui augmente régulièrement. Donc on a un dividende de 1,89% avec une croissance supérieure de 13,89 par an sur les 10 dernières années. Bon, j'irai un petit peu creuser dans la partie analyse des rapports trimestriels et annuels. Là, comme ça, à froid, c'est pas un truc qui m'attire forcément. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme action qui était intéressante? Bon, on avait forcément Hermès, mais Hermès, on sait d'ores et déjà qu'elle est surévaluée. Elle n'a pas arrêté de monter ces dernières années. Et L'Oréal, c'est peut-être pas mal. Je crois que le code, c'est OR. Pareil, mais tout à l'heure, considéré comme surévalué par le logiciel. Elle est nettement mieux notée par contre, avec un 8 sur 9 sur la solidité du bilan. Beaucoup, très valorisé. On a un gros PER, hein. Et on a croissance du chiffre d'affaires et des résultats qui augmentent sur les 5 dernières années. Pas beaucoup, mais une augmentation. Une accélération de l'augmentation. Accélération de la croissance. Et enfin, en termes de marge brute, marge à 2 chiffres, c'est juste... et c'est stable en plus. Ouais, ça a l'air d'être une machine, hein. Avec un capex qui est très très bas et de retour sur capital investi et retour sur actif assez intéressant et qui s'améliore en plus sur les dernières années. C'est bien ça, hein. Entreprise faiblement endettée aussi, bien que la dette long terme ait augmenté au cours des 2 dernières années. Rachat d'actions régulier. Ouais, ça baisse doucement mais régulièrement. Bon, le dividende reversé est pas très important, mais on a une croissance du dividende de 10% par an. L'Oral qui est une belle entreprise, donc celle-là je vais me la mettre hop, dans mes favoris. Voilà. Et je regarderai plus en détail les rapports et je ferai une étude approfondie de L'Oréal. Allez, une petite dernière pour regarder. Tiens, Schneider. Schneider, ça me plaît bien. Ah, 4 sur 5, c'est un petit peu mieux. Apparemment, les surévalués. Les notes, c'est plutôt bon. Ouais, pareil, toujours surévalué. PER élevé, price to sell élevé, price to book élevé. Ouais, ça a l'air cher aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une croissance du chiffre d'affaires et des résultats qui s'accélèrent sur les 5 dernières années, avec un flux de trésorerie là qui augmente en moyenne de 13% sur les 5 dernières années, alors qu'il était en moyenne de 6% sur 10 ans, ça c'est très bon. Pareil, il y a une petite accélération de la croissance des marges en moyenne. Bon, c'est pas phénoménal. Capex qui est bas aussi, et des retours sur investissement qui sont à 2 chiffres et qui augmente légèrement sur les 5 dernières années. Une entreprise un peu endettée, ceci étant dit, même si ça reste raisonnable. Ces 2 dernières années, sans doute suite au Covid, on a une augmentation du nombre d'actions, donc on a un actionnariat légèrement dilué et une augmentation du dividende. Bon, c'est globalement c'est moins bien que L'Oréal, c'est pas mal, mais c'est moins bien que L'Oréal, ça me paraît beaucoup plus cher aussi. Bon, il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, ces boîtes qui ont bien résisté la semaine dernière, c'est que ce sont des entreprises de qualité. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je regarderai un petit peu dans les mid and small qui se sont fait massacrer la semaine dernière. Bon, beaucoup de biotech. Il faudra voir parmi les mid and small s'il n'y a pas quelque chose à faire. Voilà pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. C'est juste pour faire un point, vous montrer un petit peu les premiers ETF que j'ai achetés. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, commenter, et si vous êtes intéressé par le logiciel que j'utilise pour analyser rapidement mes actions, il s'appelle le Value Investing Screener et vous trouverez le lien sous cette vidéo. Et je vous ferai une petite présentation, pourquoi pas la prochaine vidéo, je vous montrerai rapidement comment ça fonctionne. Alors moi je m'en sers plus pour éliminer les mauvaises actions, pour gagner du temps, et puis ensuite je rentre un peu dans le détail, et si le logiciel me sort une action vraiment intéressante, à ce moment-là, j'étudie à fond l'entreprise en question.
Voilà, on se sépare ici. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker et commenter. Et si vous souhaitez rejoindre ma communauté sur mon canal Telegram, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. À bientôt.